C'est maintenant mon tour, dit Jake, le marié, avec un sourire glacial qui ne correspondait pas à la joie attendue lors d'un mariage. Je me tenais derrière une colonne de marbre dans la salle de réception du Grand Plaza Hotel à Chicago, encore sous le choc de la scène dont je venais d'être témoin. Ma femme depuis 8 ans, Linda, embrassait passionnément mon beau-frère Robert dans le jardin à l'arrière, leurs robes élégantes froissées contre le mur de pierre. La réaction du marié à mon murmure désespéré au sujet de l'adultère que je venais de découvrir n'était pas celle à laquelle je m'attendais. Pas de larmes, pas de cris, pas de course pour confronter les infidèles. Juste ce sourire calculateur et ces 4 mots qui m'ont glacé le sang. Je m'appelle Chris et, à 42 ans, je viens de découvrir que mon monde apparemment parfait était un mensonge soigneusement construit. J'avais couru vers Jake pour l'alerter au sujet de sa future épouse et de mon beau-frère, espérant être le héros qui sauverait le mariage avant qu'il ne soit trop tard. Mais lorsque je lui ai chuchoté à l'oreille ce que j'avais vu, Jake a simplement hoché la tête comme s'il confirmait la météo. Il n'y avait ni surprise, ni douleur. Il y avait quelque chose de bien plus troublant, de la satisfaction. La salle était en effervescence avec 200 invités élégamment vêtus, des rires résonnant entre les tables décorées de roses blanches et dorées. Ma nièce Sarah semblait radieuse dans sa robe de mariée, saluant ses oncles et cousins qui avaient fait le voyage depuis tout le pays pour être là. Cela devait être le plus beau jour de sa vie. Linda avait insisté pour que nous arrivions tôt, prétextant qu'elle voulait aider aux derniers préparatifs. Je comprenais maintenant pourquoi elle était si impatiente. Et pourquoi Robert, le frère de la mariée et mon beau-frère depuis 15 ans, avait suggéré que nous allions tous les deux nous promener dans les jardins pour prendre l'air. Je les avais suivis discrètement, une étrange intuition me tracassant depuis des semaines. De petites choses, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient quand j'entrais dans la pièce, des regards échangés pendant les dîners de famille, Linda rentrant tard à la maison avec des excuses de plus en plus élaborées au sujet de réunions de travail. Ce qui me terrifiait, ce n'était pas seulement d'avoir découvert la trahison. C'était la façon dont Jake gérait l'information. Comme s'il savait déjà. Comme s'il attendait ce moment. « Jake, tu as compris ce que j'ai dit ?» ai-je insisté, la voix tremblante. « Ta fiancée te trompe avec mon beau-frère. » En ce moment même, dehors. Il a ajusté sa cravate avec des gestes précis, ses yeux balayant la salle comme un général évaluant le champ de bataille avant la guerre. « J'ai parfaitement compris, oncle Chris. Et comme je l'ai dit, c'est maintenant mon tour. Si vous trouvez cette histoire intrigante et que vous voulez découvrir le sombre secret que cache Jake, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre chaque rebondissement de cette vengeance qui promet de bouleverser toutes les structures familiales. Car ce qui s'est passé ensuite allait transformer le mariage de rêve de Sarah en un cauchemar public et dévastateur comme notre famille n'en avait jamais connu. Les paroles de Jake résonnaient dans mon esprit tandis que j'essayais de comprendre sa réaction. 8 ans de mariage avec Linda, 15 ans à considérer Robert comme un frère, et maintenant je découvrais que tout cela n'était qu'une vaste supercherie. « Jake, je ne comprends pas, » murmurai-je en lui saisissant le bras. « Ta fiancée te trompe et tu agis comme si cela faisait partie du plan. » Il s'écarta doucement, ajustant les poignets de sa chemise avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment 1000 fois. « Oncle Chris, tu as toujours été l'homme le plus intègre de la famille. C'est précisément pour cela que j'ai besoin que tu restes tranquille et que tu observes. Ce que tu as vu dehors n'est que la partie émergée d'un iceberg beaucoup plus grand. » Mon esprit s'emballa. Jake était diplômé en administration de Northwestern, il avait créé une société de conseil à partir de rien à l'âge de 28 ans. Ce n'était pas le genre d'homme à accepter passivement la trahison. Il y avait quelque chose de calculé dans ses mouvements, quelque chose qui me donnait l'impression d'être un simple pion sur un échiquier que je ne pouvais pas voir dans son intégralité. « Depuis combien de temps le sais-tu » demandai-je, ma voix plus rauque que je ne l'aurais voulu. « 3 mois, répondit-il sans hésiter. Depuis que j'ai engagé un détective privé pour vérifier certaines irrégularités financières dans l'entreprise de Robert. J'ai découvert qu'il ne se contentait pas de détourner l'argent des clients, mais qu'il utilisait également Sarah pour accéder à des informations privilégiées sur la famille. Le monde sembla s'écrouler sous mes pieds. Robert n'était pas seulement un comptable respecté à Chicago, il gérait les finances de la moitié de notre famille élargie. Mes parents, mes beaux-parents, même ma petite sœur lui avaient confié leurs économies pour la retraite. « Et Linda ?» demandai-je, redoutant déjà la réponse. Jake a sorti son téléphone et m'a montré une série de photos. Linda et Robert dans un restaurant intime, entrant ensemble dans un appartement que je ne reconnaissais pas, signant des documents dans un bureau qui n'était certainement pas le sien. La dernière photo les montrait sortant d'une banque, et Linda portait un dossier que j'ai immédiatement reconnu. C'était celui où nous conservions tous nos documents importants. Ils ne sont pas seulement en train d'avoir une liaison, Chris. Ils sont en train de vider systématiquement les comptes de toute la famille. L'appartement que tu as vu sur les photos, il est au nom d'une société fantôme qu'ils ont créée. Les documents,
Ce sont des transferts de propriété que Linda a signés en utilisant ta procuration conjugale. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Linda avait un accès total à mes comptes, à la maison que j'avais héritée de mon grand-père, aux investissements que j'avais constitués pendant 15 ans en tant qu'ingénieur civil. Si elle avait utilisé la procuration que je lui avais naïvement donnée lorsque j'étais parti travailler à l'étranger pendant 6 mois, elle aurait pu tout transférer. Combien ai-je réussi à demander? D'après ce que mon enquêteur a pu retracer jusqu'à présent, environ 2 300 000 $. Vos comptes, ceux de vos parents, ceux de mes parents et un compte fiduciaire que ma grand-mère a laissé à Sarah. Ce chiffre m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas seulement mon avenir qui était volé, mais celui de toute ma famille. Mes parents, âgés de 72 ans, avaient économisé chaque centime pendant 40 ans de dur labeur. Le compte fiduciaire de Sarah était destiné à payer ses études de médecine. Et tu as décidé de laisser le mariage avoir lieu quand même. Ai-je demandé, incrédule. Le sourire de Jake est devenu encore plus glacial. Chris, tu n'as toujours pas compris. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le jour de mon mariage. C'est le jour où ils vont découvrir qu'ils se sont attaqués à la mauvaise famille. J'ai regardé autour de moi dans la salle élégante. Les invités discutaient joyeusement, inconscients du drame qui se déroulait. Linda était revenue du jardin et saluait maintenant ses tantes et ses cousins avec le même sourire chaleureux qui m'avait trompé pendant 8 ans. Robert était à ses côtés, sa main effleurant parfois son dos dans un geste que je percevais maintenant comme chargé d'intimité. « Qu'est-ce que tu vas faire » murmurai-je. Jake regarda sa montre, une Rolex que je n'avais jamais vue auparavant. Dans exactement 15 minutes, le FBI va franchir cette porte. Ils ont des mandats d'arrêt contre Linda et Robert pour fraude bancaire, blanchiment d'argent et complot. Dans 20 minutes, tous les invités sauront exactement quel genre de personnes ils sont vraiment. Mon sang se glaça. Le FBI. Quand j'ai découvert le stratagème, je ne suis pas allé voir la police locale. Je suis allé directement voir les fédéraux. Fraude transfrontalière, blanchiment d'argent international, utilisation d'institutions bancaires pour le crime organisé. Ils étaient très intéressés. Jake me regarda droit dans les yeux, et pour la première fois de la journée, je vis autre chose que du calcul froid. J'ai vu de la douleur. Tu sais ce qui a été le plus difficile, oncle Chris? Découvrir que ma propre fiancée était impliquée depuis le début. Sarah n'est pas une victime innocente manipulée. Elle est l'architecte de tout le plan. Le sol semblait disparaître sous mes pieds. Sarah, ma nièce de 26 ans, que j'avais vue grandir depuis qu'elle était bébé. La douce petite fille qui me serrait toujours fort dans ses bras lors des anniversaires, qui m'appelait pour me demander des conseils sur sa carrière, que j'avais aidé à choisir sa robe de mariée il y a seulement 3 mois. C'est impossible, murmurai-je. C'est pour cela que cela a fonctionné pendant si longtemps, répondit Jake. Personne ne soupçonne la mariée radieuse qui planifie sa lune de miel aux îles Caïmans. Personne ne se demande pourquoi elle a besoin d'accéder aux documents familiaux pour préparer une surprise spéciale pour nous tous. Mais tandis que Jake révélait l'étendue de la trahison qui détruirait notre famille à jamais, il ne se doutait pas que j'avais moi-même découvert quelque chose à son sujet 3 semaines plus tôt. Quelque chose qui allait complètement changer, qui était réellement le prédateur dans cette histoire. La révélation concernant Sarah m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. 26 ans à regarder cette petite fille grandir, depuis ses premiers pas jusqu'à l'obtention de son diplôme en gestion. Je l'avais emmenée pêcher quand elle avait 8 ans, lui avais appris à conduire à 16 ans, l'avais aidée pour ses premiers entretiens d'embauche. Je n'y crois pas, murmurai-je, sentant le sol se dérober sous mes pieds. Sarah ne ferait pas ça. Tu te trompes. Jake a ressorti son téléphone, montrant cette fois une conversation WhatsApp. Les messages avaient été échangés entre Sarah et Robert 2 mois auparavant. Ma nièce discutait du transfert du compte de l'oncle Chris et demandait si Jake croyait toujours à toute cette histoire. Il parlait de moi comme si j'étais un enfant naïf. Elle a suggéré que Linda fasse semblant d'être plus intéressée sexuellement pour me distraire, a poursuivi Jake, d'une voix dénuée d'émotion. Apparemment, je posais trop de questions sur ses absences nocturnes. J'ai senti la bile me monter à la gorge. Linda avait radicalement changé notre comportement intime au cours des dernières semaines, se montrant plus affectueuse et initiant des choses qu'elle avait rejetées pendant des années. J'avais interprété cela comme une seconde lune de miel. En réalité, il s'agissait d'une manipulation calculée. Le plan initial était de m'épouser Sarah, d'avoir accès légalement à tous les comptes familiaux en tant que gendre, puis elle ferait croire à ma mort dans un accident, a déclaré Jake comme s'il lisait un bulletin météo. Robert avait déjà identifié une police d'assurance vie de 500 000 $ que mes parents avaient souscrite pour moi. Linda serait la veuve dévastée du frère décédé, Sarah serait la jeune veuve en deuil,
et Robert serait le comptable de confiance aidant la famille à surmonter la tragédie. Le mariage autour de nous continuait sa danse élégante de bonheur fin. Des oncles qui riaient, des cousins qui s'embrassaient, mes parents qui discutaient avec enthousiasme avec les parents de Jake de leurs projets de futurs petits-enfants. Personne ne se doutait que nous planifions des arrestations au milieu de la célébration. « Jake, ai-je réussi à dire, la voix plus rauque. Tu as dit que le FBI arrivait. Comment peux-tu en être si sûr ? Parce que je n'ai pas seulement découvert le stratagème, Chris. Je m'y suis infiltré. » Il a ajusté sa cravate à nouveau, mais j'ai alors compris que c'était un geste nerveux, et non un signe de confiance. Il y a 3 mois, lorsque mon enquêteur m'a apporté les premières preuves, j'aurais pu aller directement voir la police. Mais les preuves étaient circonstancielles. Linda et Robert auraient pu prétendre qu'il s'agissait d'autorisations légitimes, que toi et d'autres membres de la famille aviez accepté les transferts. Alors tu as décidé de poursuivre les fiançailles. Ai-je conclu. Poursuivre et participer, a-t-il corrigé. J'ai fait semblant de ne rien savoir. J'ai laissé Sarah croire qu'elle me manipulait. J'ai fait semblant d'être suffisamment amoureux pour signer les documents qu'elle me demandait, ouvrir les comptes qu'elle suggérait. Jake a sorti un petit enregistreur numérique de la poche intérieure de sa veste. Chaque conversation, chaque confession, chaque instruction sur la façon de tuer mon propre père pour accéder à son compte offshore. Tout a été enregistré, tout a été documenté. Je regardais le minuscule enregistreur avec un mélange d'admiration et d'horreur. Jake avait passé 3 mois de sa vie à faire semblant d'aimer une femme qui prévoyait de l'assassiner. Il avait supporté les caresses de quelqu'un qui considérait sa mort comme un problème logistique. « Tu es plus courageux que moi, admis-je. Ou plus stupide, répondit-il. Il y a eu des nuits où je me suis réveillé en me demandant si elle avait mis quelque chose dans ma nourriture, si l'odeur étrange dans mon appartement était due à une fuite de gaz provoquée intentionnellement. Mais tandis que Jake révélait l'étendue de son plan de contre-espionnage, je trouvais enfin le courage de partager ce que j'avais découvert 3 semaines auparavant. Cette information qui changeait complètement notre perception de qui étaient les véritables prédateurs dans cette histoire. « Jake, je dois te dire quelque chose. » l'ai-je interrompu. « Quelque chose que j'ai découvert à ton sujet il y a 3 semaines. » Il m'a regardé avec une curiosité sincère pour la première fois cet après-midi-là. « À mon sujet. » Votre détective privé n'était pas le premier que vous aviez engagé, n'est-ce pas ? Ai-je demandé en observant sa réaction. Vous enquêtez sur notre famille depuis bien plus de 3 mois. Le sourire a disparu de son visage. En fait, ai-je poursuivi, sentant un calme étrange m'envahir, vous avez commencé à enquêter sur notre famille dès que vous avez rencontré Sarah. Il y a 2 ans. Jake déglutit. Chris, je ne sais pas de quoi tu parles. Ton vrai nom n'est pas Jake Morrison, mais Jacob Moral, dis-je en observant le choc qui traversait son regard. Tu es le fils de Ricardo Moral, l'homme qui a détruit l'entreprise du père de Sarah il y a 15 ans. Le bruit de la fête continuait autour de nous, mais un silence de mort s'était abattu entre nous. Tu es venu à Chicago spécialement pour te venger de la famille qui, selon toi, a détruit ton père, ai-je poursuivi. Sarah ne te manipulait pas. C'est toi qui la manipulais. Jake a fermé les yeux pendant un long moment. Quand il les rouvrit, toute trace de prétention avait disparu. Comment l'avez-vous découvert? Il y a 3 semaines, mon entreprise a reçu une proposition pour un projet de construction à Milwaukee. Le client demandait des références spécifiques sur mon travail dans la démolition du complexe commercial Moral il y a 15 ans, expliquai-je. J'ai trouvé étrange que quelqu'un se souvienne d'un projet aussi ancien, alors j'ai fait quelques recherches. Jake acquiesça lentement. J'ai découvert que Ricardo Moral avait un fils qui avait disparu après la faillite. Un fils qui avait changé de nom et s'était construit une nouvelle identité. Un fils qui avait juré de détruire la famille Miller pour avoir trompé son père dans une affaire qui l'avait conduit à la ruine. Mon père n'était pas parfait, a finalement déclaré Jake d'une voix basse. Mais il ne méritait pas de tout perdre. Vous saviez qu'il était désespéré, vous saviez qu'il signerait n'importe quel contrat. Le père de Sarah l'a délibérément trompé. Et maintenant, vous utilisez le même livre de stratégie que lui, ai-je répondu. Séduire une femme pour avoir accès à la famille, manipuler les émotions à des fins financières. Jake me fixa longuement. La différence, Chris, c'est que je le fais avec des gens qui le méritent. C'est alors que je compris qu'il n'y avait pas de héros dans cette histoire. Seulement différents niveaux de vengeance. Et tandis que Jake et moi nous dévoilions nos cartes secrètes, aucun de nous n'avait remarqué que Linda et Robert avaient disparu du salon. Le vrai jeu ne faisait que commencer, et nous étions tous sur le point de découvrir que les vengeurs les plus élaborés ne sont pas toujours ceux qui gagnent à la fin. La révélation de la véritable identité de Jake planait entre nous comme une fumée toxique.
Deux hommes qui avaient passé les dernières minutes à se regarder comme des adversaires devaient maintenant décider s'ils étaient ennemis ou alliés temporaires face à une menace plus grande. « Où sont Linda et Robert ?» demandai-je en balayant la salle du regard. La fête se poursuivait normalement, mais ma femme et mon beau-frère s'étaient évaporés comme s'ils n'avaient jamais existé. Jake regarda à nouveau sa montre, mais cette fois avec une expression inquiète. « Il devrait être là. Le FBI n'arrivera pas avant 12 minutes. À moins que quelqu'un ne les ait prévenus, répondis-je, sentant un frisson me parcourir l'estomac. Jake sortit son téléphone et passa un appel rapide. J'entendis des bribes d'une conversation tendue. Oui, ils sont sortis par le parking arrière, une camionnette noire. Non, nous n'avons pas pu obtenir le numéro d'immatriculation. Quand il raccrocha, son expression s'était complètement durcie. Mon enquêteur surveillait toutes les sorties. Linda et Robert sont partis il y a 5 minutes dans un véhicule qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Quelqu'un les a prévenus, ai-je conclu. Quelqu'un qui était au courant de votre opération avec le FBI. Impossible, a répondu Jake, mais il y avait de l'incertitude dans sa voix. Seul mon avocat, l'enquêteur et les agents fédéraux étaient au courant du plan. C'est alors que la réalité m'a frappé comme un coup de tonnerre. Jake, tu as dit que Sarah orchestrait tout, qu'elle te manipulait depuis des mois. Oui, mais elle est ici, en train de recevoir les félicitations, répondit-il en montrant l'autre côté de la salle où Sarah souriait radieusement dans sa robe de mariée. Exactement. Elle est ici, faisant semblant de ne rien savoir, pendant que Linda et Robert s'enfuient, expliquai-je. Tu as dit avoir enregistré des conversations où elle planifiait ta mort. N'aurait-elle pas pu enregistrer tes conversations aussi? Le visage de Jake pâlit. Mon appartement. Elle avait les clés. Elle a dit qu'elle voulait y laisser quelques affaires pour après la lune de miel. Elle a installé des micros, ai-je ajouté. Sarah était au courant de tout votre plan depuis le début. Elle les a avertis de s'enfuir avant l'arrivée du FBI. Jake se mit à taper furieusement sur son téléphone. Je dois annuler l'opération. Si Linda et Robert ne sont pas là quand les agents arriveront, ils soupçonneront qu'il y a eu une fuite. Toute l'enquête pourrait être compromise. Attendez, dis-je en lui tenant le bras. Vous pensez comme ils veulent que vous pensiez. Que veux-tu dire? Sarah veut que tu annules l'opération. Elle veut que tu paniques et que tu sabotes ta propre enquête, expliquai-je, les pièces du puzzle s'assemblant dans mon esprit. Mais si on n'annule pas? Et si on laisse le FBI arriver et ne trouver que Sarah ici? Jake me regarda avec un mélange de confusion et d'intérêt. Continue. Réfléchis bien, Linda et Robert se sont enfuis, mais Sarah est restée. Elle ne peut pas simplement disparaître de son propre mariage sans éveiller les soupçons. Elle parie donc que tu vas paniquer et tout annuler. Mais sans Linda et Robert, nous n'avons pas d'arrestation. Juste une mariée à son mariage, objecta Jake. Ah, mais nous avons quelque chose de mieux, répondis-je, me souvenant de quelque chose que j'avais vu plus tôt. Nous avons Sarah seule et sans protection, sans ses partenaires pour l'aider à maintenir la version officielle. Et tu as dit que tu avais des enregistrements d'elle avouant tout. Jake acquiesça lentement. Les enregistrements suffisent pour une arrestation. Et sans Linda et Robert pour coordonner leur version. Sarah devra improviser. Et quand on improvise, on fait des erreurs. Nous avons regardé Sarah à travers la salle, qui continuait à saluer les invités avec son sourire parfait. Elle jetait parfois un coup d'œil dans notre direction, essayant de paraître détendue, mais je pouvais voir la tension dans ses épaules. « Il y a autre chose », dit Jake après un moment. Quelque chose que je ne t'ai pas dit à propos de mon plan de vengeance. Quoi? Je ne suis pas seulement venu pour détruire ta famille à cause de mon père, admit Jake. Je suis venu parce que j'ai découvert que mon père n'avait pas été victime d'une mauvaise affaire. Il a été délibérément saboté. J'ai senti l'air sortir de mes poumons. Saboté comment? Des documents falsifiés, des contrats modifiés après leur signature, des témoins soudoyés, a énuméré Jake. Quelqu'un voulait que l'entreprise morale échoue. Quelqu'un qui a directement profité de notre chute. Et tu penses que c'était quelqu'un de notre famille? Je ne le pense pas. Je le sais. Jake a sorti un dossier de la poche de sa veste. J'ai les preuves. Les contrats originaux, les enregistrements des conversations, les virements bancaires. Tout pointe vers Robert. Le monde semblait tourner autour de moi. Robert? Il y a 15 ans, Robert n'était pas seulement comptable. Il a brièvement travaillé pour le cabinet qui a négocié l'accord entre mon père et le père de Sarah. Il avait accès à tous les documents, à toutes les négociations. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Parce que Robert prévoyait déjà de voler la famille Miller il y a 15 ans, expliqua Jake.
Détruire ma famille n'était qu'une répétition générale. Une façon de mettre en pratique ses talents de manipulateur et d'escroc avant de s'attaquer à sa véritable cible. La complexité de ce que je découvrais me donnait le vertige. Robert n'était pas seulement un beau-frère infidèle qui avait une liaison avec ma femme. C'était un prédateur calculateur qui avait détruit toute une famille juste pour perfectionner ses techniques de vol. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demandai-je. Jake regarda Sarah une fois de plus, puis se tourna vers moi. Maintenant, nous faisons quelque chose qu'elle n'attend pas. Au lieu d'être des ennemis qui se battent pour se venger, nous devenons des alliés qui se battent pour la justice. Et le FBI. Ils arriveront dans 8 minutes. Mais au lieu d'arrêter Linda et Robert, ils arrêteront Sarah. Et au lieu d'une simple fraude bancaire, ils l'arrêteront pour complot, meurtre avec préméditation et blanchiment d'argent international. Si vous suivez ce rebondissement insensé et que vous voulez savoir comment 2 hommes trahis ont réussi à transformer un mariage en une opération de justice, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui s'est passé lorsque le FBI a fait irruption dans cette salle de réception dépasse tout scénario de film. Car Sarah avait sous-estimé un élément crucial. Lorsque vous faites découvrir à 2 hommes intelligents qu'ils ont été manipulés par le même réseau criminel, vous ne vous faites pas des ennemis. Vous créez une alliance dangereuse. J'ai regardé Jake, mon ancien ennemi qui venait de devenir mon allié improvisé, et j'ai acquiescé. Alors allons-y. Jake a sorti le petit enregistreur numérique de sa poche et a vérifié qu'il fonctionnait. Sarah ne sait pas que j'ai des enregistrements d'elle avouant tout. Elle pense que seuls Linda et Robert sont en danger. Et les preuves concernant son père? Ai-je demandé, encore en train d'assimiler la complexité de la situation. Elles vont avec le reste, a répondu Jake. Robert a détruit ma famille pour s'entraîner. Maintenant, il va payer pour la répétition et la représentation principale. La salle autour de nous continuait sa danse de bonheur fin. Sarah saluait des tantes éloignées, posait pour des photos avec les demoiselles d'honneur, jouait parfaitement le rôle de la mariée radieuse. Mais je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses yeux balayaient parfois les sorties. Elle est nerveuse, ai-je remarqué. Elle se demande probablement pourquoi Linda et Robert n'ont toujours pas donné signe de vie. Alors mettons la pression, a dit Jake en se dirigeant vers le centre de la salle. C'est l'heure du spectacle. Jake s'est dirigé vers la petite scène où le groupe jouait de la musique d'ambiance. Il a pris le micro du chanteur avec l'assurance de quelqu'un habitué à diriger les situations. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention un instant ?» a-t-il demandé, sa voix résonnant dans le système de sonorisation. La salle se tut progressivement, 200 têtes se tournant dans sa direction. Sarah, qui discutait avec ses cousins au fond de la salle, pâlit visiblement. « En tant que fiancée, j'aimerais porter un toast spécial avant la cérémonie officielle, » poursuivit Jake, son sourire parfaitement calibré. « À ma magnifique fiancée Sarah, qui a toujours su exactement ce qu'elle voulait dans la vie. » Des applaudissements polis ont retenti dans la salle. Sarah a forcé un sourire, mais ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tenait sa coupe de champagne. « Sarah m'a toujours dit que le véritable amour reposait sur une honnêteté totale, » a poursuivi Jake, les yeux fixés sur sa fiancée. Sur le fait de tout partager l'un avec l'autre. Sans secret. La température dans la salle semblait avoir baissé de 5 degrés. Les invités les plus perspicaces commencèrent à se rendre compte que quelque chose se passait, mais ils ne parvenaient pas à identifier exactement quoi. « C'est pourquoi, ma chérie, » Jake se tourna directement vers Sarah, « j'ai pensé que tu aimerais savoir que Robert et Linda n'ont pas pu se rendre à l'aéroport. » Le sourire de Sarah se figea complètement. Sa coupe de champagne tremblait dans sa main. « En fait, » continua Jake, d'une voix toujours douce mais avec une pointe d'acier, « ils sont en train d'être escortés ici même en ce moment même. Par le FBI. » Un murmure collectif parcourut la salle. Les invités échangèrent des regards perplexes, se demandant s'il s'agissait d'une sorte de blague élaborée. Sarah laissa tomber sa coupe. Le cristal se brisa sur le sol en marbre dans un bruit qui résonna comme un coup de feu dans le silence soudain. « Jake, » dit-elle dans un murmure étranglé. « De quoi parles-tu » ? « Je parle de fraude bancaire, ma chérie, » répondit Jake en descendant de l'estrade et en marchant lentement vers elle. « Je parle de 2 300 000 $ volés à notre famille. Je parle de plans d'assassinat enregistrés de ta propre voix. » La salle explosa en murmures choqués. Les parents âgés s'appuyèrent sur leurs chaises, les jeunes cousins sortirent leur téléphone pour enregistrer, et je vis mes propres parents dans un coin, le visage pâle d'incompréhension. « Tu es devenu fou, » balbutia Sarah en reculant. « Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu fais une sorte de dépression nerveuse. » « Une dépression nerveuse, » ricana Jake, mais il n'y avait aucune trace d'humour dans sa voix. « Sarah, tu as enregistré nos conversations pendant 3 mois. Tu pensais que je ne ferais pas la même chose ?
Il a brandi le petit enregistreur numérique. Tu veux écouter l'enregistrement de jeudi dernier, quand tu as décrit en détail comment tu allais faire passer ma mort pour un accident de voiture. Ou tu préfères celui de mardi, quand Robert et toi avez discuté de la façon de partager l'argent de l'assurance vie. Sarah pâlit complètement. Elle regarda désespérément autour d'elle, cherchant une issue, une explication, n'importe quoi. Ou, continua Jake, d'une voix de plus en plus froide, nous pourrions discuter de la façon dont tu as recruté Linda pour séduire oncle Chris il y a 8 ans, dans le but précis d'accéder à ses comptes bancaires. Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis le poids de 200 paires d'yeux posés sur moi, mais je gardais une posture droite. C'est vrai, confirmai-je d'une voix claire. Linda ne m'a jamais aimé. Tout cela n'était qu'une manipulation orchestrée par ma propre nièce. Ma sœur, la mère de Sarah, poussa un cri étouffé et s'appuya sur son mari. « Sarah, ce n'est pas possible. »« Maman, ils mentent, » protesta Sarah, de fausses larmes coulant sur son visage. « Ils essaient de me détruire. » Jake a découvert mes plans prénuptiaux et invente ces histoires farfelues. C'est alors que les doubles portes du salon s'ouvrirent dans un grand fracas. 6 agents fédéraux en costume sombre entrèrent en formation, leurs insignes du FBI clairement visibles. Derrière eux, menottés, venaient Linda et Robert. Linda était encore plus pâle que Sarah, sa robe d'élégante froissée et tachée. Robert avait une coupure à la lèvre et regardait le sol. L'agent en chef, un homme grand aux cheveux gris, balaya la salle d'un regard professionnel avant de s'adresser directement à Sarah. « Sarah Miller », sa voix trancha le silence comme une lame. « Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude bancaire, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre un homicide. » Sarah tenta de s'enfuir. Vêtue de sa robe de mariée et de talons hauts, elle trébucha après 3 pas et tomba lourdement sur le sol. 2 agentes s'approchèrent calmement et l'aidèrent à se relever, lui passant les menottes tandis qu'elle sanglotait. « Vous ne comprenez pas » criait Sarah tandis qu'on l'escortait. « Je suis la victime ici. Ils m'ont manipulée. Jake m'a forcé à faire tout ça. »« Señorita Miller, » répondit patiemment l'agent en chef, « nous avons 47 enregistrements de vous en train de planifier des crimes. Certains datent d'il y a 2 ans, bien avant que vous ne rencontriez Sonor Morrison. Pardon, Sonor Moral. » Jake ne bougea pas lorsque l'agent utilisa son vrai nom. Il se contenta d'observer Sarah être emmenée hors de la salle, la traîne de sa robe traînant sur le sol. C'est alors que Sarah s'arrêta à la porte et se retourna pour lui faire face une dernière fois. « Tu crois avoir gagné ?» cria-t-elle, son masque de douce mariée tombant enfin complètement. « Tu es aussi pathétique que ton père raté. Au moins, j'ai eu le courage de poursuivre ce que je voulais, au lieu de pleurer pendant 15 ans sur le passé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Jake marcha calmement vers Sarah, qui se tenait entre les agents. « Sarah, » dit-il d'une voix douce, « il y a une différence entre le courage et la cruauté. Tu n'as jamais été courageuse. Tu as toujours été cruelle. » Puis il se tourna vers l'agent en chef. « Agent Matthews, les preuves des crimes commis par Robert il y a 15 ans se trouvent dans le dossier que j'ai laissé dans votre bureau hier. Tout est documenté, vérifié et prêt pour des poursuites supplémentaires. » Alors que Sarah était finalement escortée hors de la salle, celle-ci restait en état de choc absolu. Des familles entières avaient perdu leurs économies, des relations avaient été détruites par la trahison, des vies avaient été ruinées par la cupidité. Mais tandis que je regardais Jake recevoir les félicitations hésitantes de certains membres de la famille et les regards méfiants d'autres, je me rendis compte que notre alliance improvisée avait créé quelque chose d'inattendu. Non seulement la justice, mais aussi une étrange compréhension que parfois, les ennemis les plus improbables peuvent devenir les alliés les plus efficaces. Ce qu'aucun d'entre nous n'avait prévu, c'était que l'arrestation de Sarah, Linda et Robert n'était que le premier acte d'une révélation beaucoup plus importante qui allait changer à jamais notre compréhension de qui nous étions vraiment en tant que famille. 6 mois plus tard, le tribunal fédéral de Chicago était bondé pour ce que les journaux ont qualifié de l'affaire de fraude familiale la plus complexe de la décennie. Linda, Robert et Sarah étaient assis côte à côte à la table des accusés, leurs vêtements élégants remplacés par des uniformes orange de prisonniers. Le procureur a présenté des preuves qui ont révélé l'ampleur réelle de l'opération. Ce n'était pas seulement 2 300 000 $ qui avaient été volés à notre famille. Il s'agissait d'un stratagème qui s'étendait sur 15 ans et impliquait des dizaines de familles dans 3 États différents. Robert avait utilisé sa position de comptable pour identifier des familles prospères, puis Sarah et Linda s'étaient infiltrées en tant que petites amies, fiancées ou amies intimes. Le stratagème a commencé lorsque la défendresse Sarah Miller n'avait que 11 ans, a expliqué le procureur. Robert Miller l'a systématiquement formée à séduire et à manipuler des hommes riches. Linda Patterson a été recrutée à l'âge de 21 ans spécifiquement pour épouser Christopher Miller et avoir accès à ses finances. Assis dans la galerie,
j'ai observé Linda pendant toute la durée du témoignage. Elle n'a montré aucun remords ni regret. Elle chuchotait parfois quelque chose à son avocat, mais la plupart du temps, elle regardait fixement devant elle, comme si elle regardait un film sur la vie de quelqu'un d'autre. La révélation la plus choquante est venue lorsque le FBI a présenté des enregistrements de Sarah à l'âge de 16 ans, pratiquant déjà des techniques de manipulation psychologique avec ses petits amis à l'école. Robert avait tout documenté méticuleusement, créant un dossier de cas d'étude pour perfectionner ses compétences. Ma nièce n'était pas seulement une criminelle, ai-je chuchoté à Jake pendant une pause. C'était une sociopathe entraînée depuis son enfance. Jake acquiesça sombrement. Ce qui m'effraie, c'est qu'elle a failli réussir à me tromper complètement. Si je n'avais pas découvert le lien avec mon père. Le procès a duré 3 semaines. 42 victimes d'autres États ont témoigné, chacune racontant des histoires similaires de manipulation et de vol. Une veuve de 73 ans du Kentucky a perdu la maison familiale. Un jeune entrepreneur de Denver a vu sa start-up détruite. Une famille entière au Texas a été contrainte de déclarer faillite. Au moment du prononcé des peines, le juge fédéral n'a montré aucune pitié. Robert a été condamné à 25 ans pour avoir dirigé une organisation criminelle. Linda a été condamnée à 15 ans pour fraude et complot. Sarah, malgré son âge, a été condamnée à 20 ans en raison de l'étendue de son implication et de la nature calculée de ses crimes. La Cour trouve particulièrement troublant, a déclaré le juge, que la défendresse Miller ait commencé à commettre ses crimes alors qu'elle était encore mineure, démontrant un comportement prédateur qui s'est développé pendant plus d'une décennie. Sarah s'est finalement effondrée lorsqu'elle a entendu sa sentence. Elle a pleuré pour la première fois depuis le début du procès, mais pas de remords. Elle criait que c'était injuste, que Robert l'avait forcée à tout faire, qu'elle était victime des circonstances. Personne ne l'a cru. Après le procès, Jake et moi avons pris un café dans un snack-bar près du tribunal. Notre alliance improvisée s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à une véritable amitié, fondée sur la reconnaissance mutuelle que nous avions tous deux été les pions d'un jeu plus grand que nous ne l'avions imaginé. « Alors, qu'allez-vous faire maintenant » lui ai-je demandé. « Retourner à Milwaukee et reconstruire » a-t-il répondu. « Mon cabinet de conseil a survécu au scandale, mais je dois prouver que je peux fonctionner en toute intégrité. Et toi » J'ai regardé par la fenêtre les rues de Chicago, la ville où je suis né et où j'ai grandi, où j'ai construit ma carrière d'ingénieur civil, où j'avais été systématiquement volé par des personnes que je considérais comme ma famille. « Je vais aussi reconstruire » ai-je répondu. « Mais pas ici. » 3 mois plus tard, je roulais sur l'autoroute 80 en direction de l'ouest, ma Jeep chargée de tout ce qui restait de ma vie antérieure. Le FBI avait récupéré environ 60% de l'argent volé grâce à des comptes offshore et des propriétés que le trio avait achetées. Ce n'était pas tout, mais c'était suffisant pour recommencer à zéro. J'ai choisi Denver, une ville où personne ne connaissait mon histoire, où je pouvais être simplement Chris Miller, ingénieur civil, sans les couches de traumatisme et de trahison qui s'étaient accumulées au cours de 8 années de mariage frauduleux. Le premier projet que j'ai accepté consistait à superviser la construction d'un centre communautaire pour les victimes de violences domestiques. Ironie du sort, ou peut-être était-ce exactement le type de travail dont j'avais besoin pour surmonter ma propre expérience. Au cours des premières semaines, j'ai travaillé 15 heures par jour, me perdant dans les détails techniques des fondations et des structures. Mais j'ai progressivement commencé à réaliser que la guérison ne viendrait pas seulement du travail acharné, mais aussi du fait de renouer avec des parties de moi-même que j'avais perdues au cours d'années de manipulation subtile. J'ai commencé à faire des randonnées dans les Rocheuses le week-end, quelque chose que j'avais toujours voulu essayer mais que Linda m'avait toujours découragé de faire, prétextant que c'était dangereux ou inutile. Je me suis inscrit à des cours de cuisine, découvrant que j'avais un talent pour quelque chose que Linda avait toujours complètement contrôlé dans notre foyer. 6 mois après mon déménagement à Denver, j'ai trouvé un message vocal de Jake. Son entreprise était en pleine expansion et il voulait savoir si j'envisagerais un partenariat. 2 hommes qui ont appris à détecter la manipulation, disait-il en riant, seraient probablement doués pour évaluer l'intégrité d'autres entreprises. La proposition était tentante, mais j'ai poliment décliné. Ma nouvelle vie ne consistait pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit ni à tirer profit de traumatismes passés. Il s'agissait de redécouvrir qui j'étais vraiment quand personne n'essayait de me modeler à ses propres fins. 1 an plus tard, j'ai rencontré Elena dans un café près du chantier du centre communautaire. Elle était psychologue clinicienne, spécialisée dans l'aide aux victimes de violences psychologiques. Notre première conversation a duré 4 heures, non pas parce que nous étions amoureusement intéressés l'un par l'autre, mais parce que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui comprenait la complexité subtile de la manipulation à long terme. Le plus difficile, m'a expliqué Elena lors de notre 3e rencontre, c'est que les victimes de manipulation systématique remettent souvent en question leur propre perception de la réalité.
Vous avez passé 8 ans à être conditionné à douter de vos instincts. Elle avait raison. Pendant des mois après le procès, je me suis constamment remis en question. Y avait-il vraiment des signes que j'avais manqués? Étais-je aussi naïf que Sarah et Linda le croyaient manifestement? D'autres personnes pourraient-elles me tromper de la même manière? Mais avec le temps et, honnêtement, grâce à l'aide de la thérapie qu'Elena m'a gentiment suggérée, j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas ma naïveté qui m'avait rendu vulnérable. C'était la gentillesse. C'était la croyance fondamentale que les personnes que vous aimez ne vous tromperaient pas systématiquement pour leur profit personnel. Ne les laissez pas détruire votre capacité à faire confiance, m'a dit Elena lors d'une de nos promenades. Laissez-les affiner votre capacité à choisir à qui faire confiance. 2 ans après avoir quitté Chicago, j'ai reçu une lettre inattendue. Elle venait de Sarah, écrite depuis la prison fédérale où elle purgeait sa peine. Elle ne demandait pas pardon et n'exprimait aucun remords. Il s'agissait plutôt d'une analyse froide et détaillée de la façon dont elle m'avait manipulé pendant des années, rédigée comme s'il s'agissait d'une étude de cas académique. « Tu as toujours été la cible la plus facile de la famille », écrivait-elle. « Tu croyais sincèrement que nous étions une famille qui s'aimait. Robert et moi rions de ton caractère prévisible. Chaque fois que tu m'apportais des cadeaux pour mon anniversaire ou que tu proposais de m'aider avec mes problèmes à l'université, nous cataloguions tes faiblesses émotionnelles. » La lecture de cette lettre aurait dû être dévastatrice. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange forme de paix. Non pas parce qu'elle confirmait mes pires craintes concernant ma propre naïveté, mais parce que je voyais enfin Sarah sans aucun masque. Il n'y avait ni faux-semblant, ni manipulation, ni comédie. Seulement l'esprit froid et calculateur d'une personne incapable d'établir un véritable lien émotionnel. J'ai brûlé la lettre dans le jardin de ma nouvelle maison à Denver, regardant les cendres se disperser dans le vent des montagnes. Non par colère, mais comme un rituel de clôture. Cette version de moi-même, qui avait besoin de sa validation ou de son approbation, était morte au tribunal de Chicago. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Jake, c'était il y a 6 mois. Il avait épousé une enseignante du secondaire à Milwaukee, une femme qui connaissait toute son histoire et avait choisi de l'aimer malgré tout. Son entreprise était florissante, spécialisée désormais dans la détection de la fraude d'entreprise pour les petites entreprises familiales. « C'est drôle comme la vie fonctionne », avait-il écrit sur son faire-part de mariage. Je suis venu à Chicago avec l'intention de détruire une famille et j'ai fini par en sauver plusieurs autres. Aujourd'hui, 3 ans après ce jour fatidique au Grand Plaza Hotel, je rentre chez moi après avoir supervisé la fin de mon 10e projet de construction à Denver. Le centre communautaire qui a marqué le début de mon parcours, ici accueille désormais plus de 300 familles par mois. Parmi les autres projets, citons 2 écoles, un centre pour personnes âgées et un complexe immobilier pour anciens combattants. Elena et moi nous sommes mariés lors d'une cérémonie simple dans les montagnes, en présence de seulement 20 personnes. De vrais amis que nous avons rencontrés après avoir déménagé à Denver. Aucun membre de la famille Miller n'a été invité. Non par ressentiment, mais parce que nous comprenons que la vraie famille, ce sont les personnes qui choisissent de vous soutenir, pas celles qui partagent votre nom de famille. Parfois, lors de nuits calmes, Elena me demande si je ressens de la colère pour le temps perdu, pour les 8 années de ma vie volées par des personnes qui ne m'ont jamais aimé sincèrement. La réponse est non. Ces 8 années m'ont appris des leçons que je n'aurais pas pu apprendre autrement. Elles m'ont appris la différence entre la gentillesse et la naïveté, entre la confiance et la vigilance, entre la famille biologique et la famille choisie. Elles m'ont appris que la plus grande vengeance n'est pas de détruire ceux qui vous ont fait du mal, mais de construire une vie si authentique et si épanouissante que leurs tentatives de sabotage deviennent insignifiantes. Linda, Robert et Sarah passeront les 15 à 25 prochaines années derrière les barreaux, probablement à planifier leur prochaine manipulation pour leur sortie. Je passerai ces mêmes années à construire des communautés, à aimer sincèrement et à être aimé en retour. Si cette histoire de trahison familiale et de reconstruction totale vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour écouter d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs plus grandes défaites en victoires inattendues. Parce que parfois, on ne découvre qui on est vraiment que lorsqu'on cesse de nous dire qui on devrait être. La dernière photo que Sarah m'a envoyée depuis la prison la montrait souriante, avec le même regard radieux que le jour de notre mariage. Même derrière les barreaux, elle continuait à jouer la comédie, à essayer de projeter une image qui ne correspondait pas à la réalité. J'ai déchiré la photo sans hésiter. Certaines personnes ne changent jamais. Mais les meilleures personnes, celles qui méritent votre amour et votre confiance, ne cessent jamais de grandir.